lorsqu'il est 12 heures sur la chaîne 2, place aux informations Infocité du jour. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Ousmane Dao. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de cette session d'information. Aussitôt bouclée, revoilà 2026. Il s'agit de la campagne pour le Hajj 2027 lancée hier par le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Qu'est-ce qu'on verra la saison prochaine pour le Hajj? Réponse dans ce journal. Lieu incontournable dans les radios, voire les télévisions, la Banothèque visuelle est un pan de l'histoire du Mali. Nous allons vous faire visiter la Banothèque visuelle de l'ORTM et découvrir avec nous tout ce qui s'y trouve. L'actualité internationale sera l'affaire de Jafar Thiam. Il va nous emmener en Côte d'Ivoire pour nous parler de la condamnation de l'un des anciens bras droits de Guillaume Soro à 20 ans de prison. Et puis, il nous dira aussi l'ultimatum lancé par le président américain Donald Trump à son homologue de Russie, Vladimir Poutine. Sans oublier la rencontre entre le président chinois Xi Jinping et le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergei Lavrov. Voilà pour le sommaire dans un instant. Les détails. Mardi 15 juin 2025, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Bienvenue. Tout d'abord, retenez que dans le cadre du suivi des recommandations des Assises nationales de la refondation, le CNCR et ANR, Comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des Assises nationales de la refondation, a rencontré hier le ministre de l'Industrie et du Commerce au centre des échanges. Comment mettre sur pied l'huile cotonnière du Mali, comment rendre plus opérationnel la Comatex, la compagnie malienne des textiles. Ici, il a développé devant le CNCR ANR la stratégie d'industrialisation du pays et comment financer l'économie malienne. Je l'annonçais dans les titres, c'est parti déjà pour la campagne du Hajj 2026 dans notre pays. Le lancement a eu lieu hier à la maison du Hajj de Bamako par le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Quelles sont les innovations pour le Hajj 2026? Que faut-il retenir? Comment s'y prendre? Éléments de réponse avec Tanavet Sangari. Fini le pèlerinage 2025 et voilà les regards sont tournés sur la campagne du pèlerinage de l'année prochaine. La présente cérémonie est consacrée à son lancement. La maison du Hajj révèle que pour cette campagne, il est recommandé en premier lieu l'accélération des inscriptions avant le 31 décembre 2025. Diop Fatoumata Touré, participante. C'est une alerte. Tout le monde doit se mettre dans la tête que le Hajj 2026 est lancé comme ça. Et là, c'est une très bonne chose. Ça nous donne le temps de se préparer. Amara Sanogo, participant. C'est un nouveau départ. Tout ce qu'on n'a pas pu faire bien l'année dernière, on s'apprête à bien les faire. Ce n'est pas tout. Une innovation, une plateforme de communication est mise en place. Elle a pour but de maintenir la transparence dans la gestion du Hajj. Awasila, participante. La digitalisation, ça nous a beaucoup aidé dans l'organisation du Hajj, notamment les inscriptions. Pour les visas, les tarifs, tout ce qu'on doit régler au niveau de l'Arabie Saoudite aussi, tout s'est bien passé. Tchekoura Sissoko, participant. Les agences qui ont des quotas, pour ne pas vendre les quotas, c'est pour cela qu'ils ont mis un nouvel système. En somme, la digitalisation est mise en avant pour ce prochain pèlerinage afin d'améliorer l'efficacité des opérations. Les frais du Hajj restent sans changement, à savoir plus de 4 160 000 francs CFA côté gouvernement. S'agissant du privé, le coût s'élève à plus de 4 600 000 francs CFA. Alors que Dieu nous facilite et nous accorde la santé de pouvoir faire ce pilier de l'islam, le cinquième, si possible, comme l'indique le Saint-Coran. Alors après l'hiver, après bien sûr le pèlerinage, on va rester dans le milieu de la religion, puisque pendant les vacances, depuis de nombreuses années dans notre pays, il n'est pas rare de voir les enfants, voir les jeunes aller à l'école coranique pour apprendre le Saint-Coran et leur donner les ficelles et les arcanes de la religion musulmane. Eh bien, comment ça s'organise déjà dans certaines parties de la capitale malienne? Bakary Kabadiakité est parti voir. Les écoles coraniques restent ouvertes même pendant les vacances pour la vulgarisation de la parole divine.
Les maîtres coraniques ont conçu un programme d'apprentissage destiné aux élèves issus des écoles francophones. Alpha Mahmoud Yirampo, maître coranique. Ces gens, c'est des pépinières de l'islam, c'est-à-dire c'est l'espoir de la future génération pour cette religion. Et c'est aussi la continuité de la tradition islamique en Afrique. Adam Traoré, maître coranique. D'habitude, quand on amène les enfants pour apprendre à lire le Saint-Coran, c'est pour développer leur esprit. Parce que tous les savants ont été d'accord sur la valeur idéologique du Saint-Coran. Ils vont dans les écoles normales durant 8 mois ou 9 mois, durant 3 mois de vacances. Leurs parents l'amènent chez un imam ou un érudit. L'apprentissage du Coran est bénéfique, d'où l'importance de l'enseignement dispensé par les maîtres en cette période. Alpha Mahmoud Yirampo, maître coranique. S'il y a de tels centres dans un milieu, quand tu sors dans la rue, les matins tu ne vois pas d'enfants. Donc ça rentre dans le cadre de l'encadrement. Certains enfants font des bêtises à la maison, les parents viennent se plaindre ici. Donc l'enfant est peut-être menacé ou mieux conseillé ici. Adam Traoré, maître coranique. Quand on se retourne, tout le monde demande, les élèves, qu'est-ce que vous avez fait durant les vacances, où vous avez été. Mais les gens disaient souvent, nous on a été chez un cheikh ou chez un professeur qui nous a donné quand même quelques sourates. Donc il dit, récitez-les. Ça développe l'esprit des enfants. Les parents veillent également à l'éducation de leurs enfants pendant cette vacance. Ibrahim Aïdara, parent d'élèves. Nous avons des enfants inscrits dans ces centres et souhaitons qu'ils soient occupés de manière saine. Ils pourront ainsi apprendre et maîtriser les règles de la religion. Par exemple, comment effectuer la prière. Fatoumata Dambélé, parent d'élèves. Pendant cette période, nous constatons des petites querelles entre les enfants. Mais une fois qu'ils sont ici, nous avons moins de problèmes à la maison. Une autre raison pour laquelle j'envoie mes enfants dans ce centre, c'est pour qu'ils apprennent des sourates. Ces écoles coraniques sont sollicitées à presque tous les niveaux pendant cette période. C'est une manière pour les parents de contribuer à l'éducation religieuse de leurs enfants au-delà des cours dispensés dans les écoles classiques. Une pratique à persévérer dans notre société et nous allons accueillir un élément qui est passé justement par cette école coranique de tous les jours pendant les vacances, la page internationale dans un instant. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et pour faire le tour, nous sommes en direct avec Jafar Cham. Jafar, bonjour. Bonjour Ousmane, bonjour à tous. Première destination, la Côte d'Ivoire. Le verdict du procès d'Abdoulaye Fofana, attendu le 28 juillet prochain, se proche de l'ancien Premier ministre et président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, risque 20 ans de prison. En Côte d'Ivoire, le parquet a requis 20 ans de prison contre le commandant Abdoulaye Fofana, ex-proche collaborateur de Guillaume Soro. Jugé à Abidjan pour le complot contre l'autorité de l'État et constitution de bande armée, il avait été arrêté en 2022 après un exil en France. Il affirme être revenu au pays pour voir son père mourant. Son avocat dénonce un dossier vide et parle d'un procès politique visant indirectement l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Le verdict est attendu pour le 28 juillet prochain. D'ici là, on va prendre la direction des États de la Chine où le président chinois Xi Jinping a reçu Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, l'a reçu avant l'organisation du sommet appelé Coopération de Shanghai. Sergei Lavrov a rencontré le président chinois Xi Jinping pour préparer la prochaine visite de Vladimir Poutine en Chine à l'occasion du sommet de l'Organisation de Coopération de Shanghai. Au centre des échanges de l'organisation du sommet commémorant le 80e anniversaire de la victoire contre le Japon, ainsi que le renforcement du partenariat stratégique entre la Russie et la Chine. De son côté, Xi Jinping s'est félicité de l'arrivée prochaine de Vladimir Poutine en mettant en avant la solidité de leurs relations personnelles et la volonté de Pékin et Moscou de renforcer leur collaboration politique, stratégique et internationale. Justement, sur le plan international, Donald Trump, le président américain, a lui brandi l'épée de Damoclès sur la tête du président russe Vladimir Poutine avec un ultimatum. Absolument, Donald Trump durcit le temps face à la Russie. Le président américain donne à Vladimir Poutine un ultimatum de 50 jours pour mettre fin à la guerre en Ukraine, faute de quoi il promet des sanctions commerciales très lourdes, y compris contre les pays partenaires de Moscou. Dans le même temps, Trump annonce avec le secrétaire général de l'OTAN une grande opération de livraison d'armes à l'Ukraine.
On va terminer par la Syrie. C'est le feu entre le gouvernement et les tribus combattantes. En Syrie, le ministre de la Défense du gouvernement de transition a annoncé un cessez-le-feu avec les tribus combattantes. Ce cessez-le-feu intervient après plusieurs mois de combat. Les chefs de tribus ont promis de tout faire pour le retour de la paix dans le pays. Depuis le départ de Bachar el-Assad, le gouvernement de transition et les tribus se battent dans plusieurs parties du pays. Merci Ousmane, c'est ce qu'il fallait retenir de l'actualité internationale. Merci à vous, Jafar Cham, de l'actualité internationale. On va y revenir au plan local pour parler justement de multimédia avec la technologie et la culture au centre du camp technologique et culturel qui s'est ouvert. Ce camp s'est ouvert au Palais de la Culture Amadou Ampateba de Bamako et organisé par l'association Sabati Event Mali. Cheikh Oumar Kamara pour les détails. Ils sont au total 245 jeunes à prendre part à cette 4e édition du camp technologique et culturel. L'objectif est clair, faire des réseaux sociaux un véritable levier de développement personnel et collectif, tout en favorisant la réconciliation et en consolidant la cohésion sociale au Mali. Philippe Abraham Ibro Kamisogo, président de l'association Sabati Event Mali. Le camp est organisé dans le seul but vraiment de lutter contre le chômage à travers des formations pratiques dans les métiers d'avenir, surtout faire un lien entre le numérique et puis la culture. La finalité, c'est vraiment de faire des jeunes du Mali, vraiment des jeunes utiles et indépendants. Au programme, panel, ateliers pratiques, animation culturelle, entre autres pour diversifier les approches et maximiser l'impact. Les témoignages inspirants d'anciens bénéficiaires, aujourd'hui insérés professionnellement grâce aux éditions précédentes, ont marqué les esprits. Samira Maïga, bénéficiaire du camp technologique et culturel. J'ai rejoint le camp technologique et culturel parce que je sais que c'est un environnement vraiment propice pour l'apprentissage, la formation. J'ai participé au camp passé. Au cours de ce camp, j'ai été vraiment formée. Je suis sortie avec de l'expérience. Flamso Diallo, bénéficiaire du camp technologique et culturel. Grâce au camp, j'ai eu le travail aujourd'hui. Je travaille dans l'ONG à Tombouctou. Les partenaires, le parrain et l'ensemble des participants ont salué l'initiative des organisateurs pour cette œuvre salvatrice. Mbara Adjaviakoui, directeur pays de l'ONG Search for Common Ground. Pour nous aujourd'hui, la jeunesse est en même temps les premiers consommateurs de tout ce qui est en lien avec le numérique, mais aussi c'est eux qui animent de manière souvent pas très correcte ces réseaux. Et pour nous, avoir cet échange avec ces jeunes nous permet de pouvoir nous assurer que la jeunesse comprend les défis, les enjeux, mais aussi les opportunités que nous donne le numérique pour pouvoir construire la paix et la cohésion sociale à travers le pays. Le camp technologique et culturel se poursuivra jusqu'au 19 juillet 2025, offrant aux jeunes participants des opportunités d'apprentissage et de maîtrise des réseaux sociaux en vue de leur employabilité. Alors, comme annoncé dans les titres, on va vous amener à l'ORTM et notamment aux archives visuelles avec un coup de projecteur sur un regard, un endroit qui sommet, un trésor, j'allais dire, trésor fait d'images et de sons qui raconte l'histoire de notre pays avec ses joies, ses peines, ses espoirs et ses combats. Il s'agit des archives visuelles. Ces images sont des témoins silencieux d'une histoire riche et mouvementée. Comment Binta Kamisoko. Face à l'ORTM2, on se retrouve dans la vidéothèque. Dès l'entrée, nous pouvons ressentir l'histoire avec des milliers d'heures d'images précieusement conservées, des reportages d'époque, des discours de leaders, des moments de vie saisis sur l'écran. C'est une mémoire collective, un patrimoine inestimable. Interview du général Moussa Traoré. Le Mali d'aujourd'hui, c'est d'abord dans une première étape un Mali qui a vécu dans les errements et dans des erreurs. Et en une seconde étape, l'économie a redressé. À l'instar de ce reportage sur l'ancien président général Moussa Traoré, des heures de documentaires, de journaux télévisés et d'émissions qui ont capturé des moments clés de l'histoire malienne sont précieusement sauvegardés. Bakary Djara, chef de la section vidéothèque. L'enregistrement des archives de la télévision malienne a commencé en 1983. Les archives de l'ORTM, c'est des patrimoines du Mali. Et tous les anciens artistes, ils ont leurs clips ici aussi. Le Mali a pu avoir la télévision à travers la Libye. Donc depuis ce temps, les archives sont enregistrées et les archives sont déposées à la vidéothèque. Et tous les anciens artistes, ils ont leurs clips ici.
Ces archives sonores permettent aux jeunes générations de se connecter à leur héritage, aux chercheurs d'approfondir leurs connaissances et aux artistes de s'inspirer. Cependant, la préservation de ce patrimoine est un défi constant. Les conditions de stockage pèsent sur ces trésors visuels. Bakary Diarra, chef de la section vidéothèque. Chaque cassette, si c'est 1 heure, tu attends 1 heure pour la numérisation. Et une cassette d'1 heure, tu peux faire 3 heures de temps pour la numérisation. Le deuxième défi, c'est les lecteurs. On n'a pas de lecteurs disponibles. On ne fabrique plus les lecteurs humatiques bêta encore. On n'a pas assez de serveurs pour stocker ces archives. Juste à côté, nous pouvons apercevoir Tidiane Konaté en train de numériser quelques cassettes. Ce rôle le tient énormément à cœur car c'est une passion pour lui de faire des fréquents coups d'œil aux événements passés. Moi, j'ai tellement aimé la numérisation parce que les anciennes images là dont nous voyons là nous rappellent ce que nos ancêtres ont fait. C'est un souvenir pour nous et même pour les téléspectateurs. Les archives visuelles de l'ORTM ne sont pas seulement un témoignage du passé, elles sont également une ressource précieuse pour l'éducation, la recherche et la culture. Il est donc impératif de mettre en place des mesures pour numériser, restaurer et diffuser ces archives afin qu'elles restent accessibles à tous et pour les générations futures. Il est 12h15 sur la pendule de la chaîne 2. Le thermomètre affiche 30 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 32 degrés Celsius. Quand le soleil se couchera à 19h passé de 2 minutes, c'est donc la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou. Réalisation Fatoumata Togola, Kouroutoum Traoré, mise en onde Fatoumata Diallo, mise en ligne Badi Touré, coordination éditoriale Célou Traoré, Djefa Diara. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 18h. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Mais gardez vos positions d'écoute. Dans un instant, l'équipe sportive de la 2 sera là pour toute l'actualité sportive de ce mardi. Prochain rendez-vous avec moi, c'est plaise à Dieu mardi prochain. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchez d'éclairer là où vous êtes. Au revoir et à très bientôt.